comme vous l'aurez compris avec le titre de cette vidéo, j'ai décidé de me mettre à faire des bilans culturels tous les mois. C'est pas quelque chose que j'ai décidé hier non plus, puisque j'ai déjà commencé à répertorier au mois d'août toutes les choses que j'avais pu lire, écouter, voir et qui me paraissent suffisamment intéressantes pour en parler. C'est des vidéos que j'aime énormément regarder chez les autres, du coup je suis très contente d'avoir maintenant un espace pour le faire moi aussi et j'espère que ça pourra vous intéresser. Celles qui me suivent déjà sur Instagram et sur Twitter, si jamais c'est dans la description, savent que j'ai eu des soucis de santé, que c'est encore le cas d'ailleurs, et que j'ai également des soucis de concentration. Ce qui fait que c'est pas forcément hyper confortable pour moi de lire énormément et ainsi de suite. Mais j'essaie de travailler ça, j'essaie de retravailler ma concentration en exerçant. Je me force à lire un petit peu de temps en temps et je lis juste 2-3 pages. Si j'ai envie d'aller plus loin, je vais plus loin. Si j'ai pas envie, j'arrête, c'est pas grave. Mais au moins j'aurais lu un peu et ça me donne l'impression d'avancer. Et c'est très satisfaisant d'avoir cette impression-là, forcément. Mais j'essaie aussi d'exercer ma concentration en méditant dès que j'y pense. Je pense que c'est surtout ça d'ailleurs qui m'aide. Le fait de lire un petit peu chaque jour, c'est un petit peu la récompense que je donne à mon cerveau pour me dire que oui, ça avance, ça évolue. Mais je pense que c'est surtout la méditation qui m'aide à aller dans ce sens-là. Et c'est très chouette, et on n'est pas là pour faire du développement personnel et parler de méditation. C'est vraiment pas des sujets que je risque d'aborder sur cette chaîne, je pense. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler des différentes choses que j'ai donc lues, vues ce mois-ci et qui étaient intéressantes. Du côté des lectures, mon mois a pas super bien commencé. J'étais dans un espèce de gros blocage avec le livre Troubles dans le genre de Judith Butler. Je sais que c'est un classique, je sais qu'énormément de gens l'ont lu, mais vraiment, je pense que c'est la 3e fois que j'essaie de lire ce livre depuis que je l'ai. Et j'y arrive pas en fait. Je trouve ça vraiment trop pompeux pour pas grand chose. J'ai pas l'impression que ça m'apporte quelque chose. Il y a des idées intéressantes, mais j'ai l'impression qu'elles sont développées d'une telle manière que tout l'intérêt il disparaît quoi. Je suis juste tellement saoulée. Du coup, j'ai beaucoup de mal à arrêter les livres en général, mais là j'ai décidé de le stopper. Je sais pas si je l'ai stoppé, si je l'ai mis en pause, si je vais juste m'en débarrasser. En tout cas, pour l'instant, j'ai décidé de passer à autre chose et en fait, c'était une très bonne chose de décider de se soulager de ce poids parce que vraiment, j'avais l'impression d'avoir une pression sur les épaules alors que c'est un livre. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti et ça va beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté puisque je me suis remise petit à petit à la lecture. Voilà, j'avance pas à pas, mais au moins ça revient, alors que avec ce bouquin c'était vraiment un blocage total, je lisais pas du tout. Comme j'ai commencé avec un livre, on va rester sur les livres, il y en a pas tant que ça non plus puisque j'en ai fini un seul sur ce mois. C'est pas grand chose, mais concrètement c'est plus que mon mois dernier, donc je me dis que c'est cool, il y a de l'évolution. C'était le livre Ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes de Raphaël Kempf, qui est un petit livre rouge. C'était bien, enfin je sais pas trop quoi en dire, c'était intéressant, ça m'a pas appris grand chose mais je pense que c'est surtout parce que ce livre est sorti il y a un petit moment déjà, que j'en avais déjà entendu parler via plusieurs personnes, donc je pense que vraiment les idées principales du livre je les avais déjà entendues, enfin il n'y avait rien de nouveau pour moi, mais c'était agréable à lire et c'était intéressant vraiment sur l'histoire de l'anarchisme et j'aime bien... je suis pas quelqu'un qui va vraiment construire sa chronologie, qui va vraiment avoir envie de savoir quel anarchiste a vécu avant quel autre anarchiste et ainsi de suite, mais j'aime bien quand même retrouver des personnes dont je connais les idées dans des récits un peu plus historiques comme là, et du coup de comprendre un petit peu comment ils interagissent les uns avec les autres. J'ai pas envie, en fait c'est quelque chose dont j'ai pas envie de m'y intéresser précisément, j'ai pas envie de prendre de l'énergie pour construire une chronologie, mais j'aime bien quand un bouquin après l'autre, elle se construit toute seule en fait, et voilà, je trouve ça très chouette. Et c'est quelque chose qui... ça n'a pas forcément beaucoup de rapport avec vraiment l'écriture et avec les idées qui sont à l'intérieur, mais c'est un sentiment très agréable en tout cas que j'ai lu en lisant ce livre. Et pour en finir avec les lectures, je l'avais dit, il n'y en a pas tellement, j'ai pas
En fait, c'est surtout que les livres qui me restent chez moi actuellement, c'est vraiment ces livres... vous savez, vous achetez des livres et puis il y en a toujours un qui reste et il vous intéressait sur le coup, mais finalement moyennement. Et en fait, tous les livres qui me restent, déjà il doit me rester 4-5 livres que j'ai pas lus, bah c'est ça. Et du coup, c'est pas très motivant pour lire, mais comme je suis un petit peu fauchée en ce moment, bah, je me force à les terminer, je me force aussi à m'en débarrasser pour plus que ça me reste dans la tête. Et ouais, du coup, c'est pas forcément non plus le truc le plus motivant pour lire actuellement. Mais bon, voilà, on fait un petit peu avec ce qu'on a. Donc en ce moment, je suis en train de lire Rêver l'obscur de Starhawk. Bon, je suis pas mal à la fin quand même. C'est intéressant. En fait, il y a beaucoup de choses quand même qui me gênent toujours avec ce qu'on retrouve dans ces bouquins-là. Donc pour expliquer un petit peu, c'est un livre Rêver l'obscur, femmes, magie et politique qui parle clairement d'écoféminisme. Et moi, ce qui me gêne avec l'écoféminisme, c'est qu'il y a vraiment une essentialisation, il y a vraiment... On fait vraiment une différence biologique et pas que biologique, une différence presque spirituelle entre hommes et femmes. Alors, je suis d'accord que clairement les constructions sociales et compagnie induisent qu'il y a une différence dans notre manière d'envisager la spiritualité, mais je sais pas, moi c'est quelque chose qui me gêne énormément, ce côté femme proche de la nature. Ouais, dans ma tête, j'ai un petit peu... c'est bizarre peut-être de ma part de dire ça de manière péjorative, mais un peu l'image de Gaïa avec les hippies dans les années 70. Je sais pas, il y a quelque chose... Il y a quelque chose un petit peu dans la performance du spirituel comme moyen d'action féministe. Je sais pas, c'est peut-être moi aussi hein, après qui suis pas forcément très sensible à ce genre de choses. En tout cas, il y a des idées intéressantes, il y a pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord. Et c'est pour ça que par exemple, si personnellement je ne suis pas du tout dans cette mouvance écoféministe et tout ça, bien que j'ai des intérêts en commun avec certaines, c'est sûr, je pense que c'est quand même des personnes... Dites-moi si je me trompe, hein, mais à titre personnel, je pense que bien que je sois pas forcément d'accord politiquement avec des écoféministes, c'est le genre de féministes avec lesquels je pourrais totalement lutter sans souci en fait, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses. Ce qui serait pas le cas avec des femmes de droite. Bon là je m'égare totalement du bouquin, mais j'en parlerai sûrement Je parlerai sûrement plus en détail dans mon prochain bilan culturel puisque je ne l'ai pas terminé. Du coup, on va passer au film. J'en ai vu 2 ce mois-ci. Je sais, c'est pas beaucoup, mais quand je regarde un film, j'aime bien être vraiment concentrée, ne faire que ça, ou alors juste faire de la broderie devant le film, mais pas quelque chose de plus prenant mentalement. J'aime bien être concentrée vraiment pour regarder, du coup j'en regarde pas beaucoup. Quand vraiment j'ai juste envie de regarder des trucs et me détendre, c'est vrai que je vais binge-watcher des séries sans grand intérêt en règle générale, et voilà. Du coup j'ai regardé 2 films. Le premier c'était Oslo 31 de Joachim Trier. Je suis pas sûre de le prononcer correctement, c'est pas très grave. C'est un film qui date de 2012 et honnêtement j'ai adoré. Et si vous êtes comme moi, si vous aimez un petit peu, j'ai envie de dire si vous aimez les films ennuyeux, c'est pas que vous vous ennuyez en le regardant, mais c'est des films qui sont lents, c'est un peu des allégories de la lenteur, des allégories de l'ennui. Et moi j'aime bien, franchement, en fait ça correspond bien à mon état d'esprit, je pense. Je suis quelqu'un d'un peu lent dans la vie, j'aime pas être pressée, j'aime pas courir. Et du coup, quand je regarde un film, j'ai pas envie d'être dans un espèce de stress avec beaucoup de bruit, beaucoup d'images qui bougent rapidement. Je préfère vraiment me détendre devant quelque chose comme ça, devant ce genre de film. C'est un film qui nous parle d'addiction, avec un personnage qui sort de cure de désintox et qui doit se réhabiliter à sa vie en fait, qui doit revoir ses proches sans le masque de la drogue, qui doit en fait, qui est un petit peu, je sais pas s'il est en hôpital de jour ou s'il est rentré réellement, je crois qu'il est en hôpital de jour,
Mais ce qui est sûr, c'est que il est en train de se réhabiliter à sa vie, avec vraiment l'idée qu'il va reprendre une vie normale. Et c'est assez intéressant parce que on a l'impression qu'il s'ennuie, qu'il est à l'aise nulle part, qu'il sait jamais quoi faire. Comme si, et c'est pas comme si, c'est vraiment un personnage qui a vécu pendant des années dans un autre monde, dans le monde de la drogue, dans le monde de l'addiction, et qui d'un coup se retrouve dans ce monde lent de la normalité. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien transmis en fait au spectateur par le film, vraiment. En fait, on comprend vraiment la dureté et la monotonie de la vie sans substance, et qui finalement a perdu sa substance. Et je trouve que c'est hyper bien rendu par le film. Après, je sais pas si c'est parce que je suis concernée, certains le savent. J'ai pris pas mal de drogue à une époque de ma vie, pas mal d'alcool aussi, et du coup j'ai un peu vécu ce moment où d'un coup tu te retrouves dans la vie, mais elle est différente, c'est plus la même. C'est comme si tu voyais tout au travers de quelque chose. Alors que la vérité, c'est que c'était avant que tu voyais tout au travers de quelque chose, mais tu t'es tellement habitué à ce que ça te faisait, comment ça te faisait voir le monde, comment ça te faisait sentir, que d'un coup, quand c'est plus là, c'est à ce moment-là que tu as l'impression de voir le monde à travers quelque chose, parce que le monde est devenu terne. C'est comme quand vos vitres elles sont hyper sales, le soleil il passe plus pareil à travers la vitre, c'est plus la même lumière, c'est plus aussi agréable, il y a plus la même chaleur, enfin il y a quelque chose. Et je trouvais ça super intéressant dans ce film, et c'est vraiment quelque chose qui a fait que j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, à côté de ça, on retrouve aussi une certaine pudeur dans le film. C'est des émotions très fortes en fait qui nous sont renvoyées, mais de manière très pudique et à la fois un peu sordide aussi. On a affaire à un personnage qui ne supporte plus sa manière d'être avec les gens quand il prend de la drogue, mais qui ne supporte plus non plus quand il n'en prend pas. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans un entre-deux où la drogue c'est pas une bonne solution, j'ai compris, ça me fait pas me sentir bien, je le sais, mais en même temps la vie sans drogue, ça me fait pas me sentir bien non plus. Et du coup, il est un peu dans cet entre-deux où il va suffire d'un moment de déprime voilà, il suffit. En fait, on sent vraiment qu'il est en permanence au bord du précipice. J'ai vraiment eu l'impression qu'on avait affaire à un personnage qui était tiraillé entre le fait d'avoir vraiment envie de plaire à sa famille, avoir envie de plaire à ses proches, et le fait vraiment de tout oublier dans la drogue finalement. Et quand t'es en manque, quand d'un coup, quand t'es en manque, quand t'es déprimé, quand t'es seul, quand t'es angoissé, finalement, tout oublier dans la drogue, ça paraît être une alternative totalement satisfaisante. Et du coup, très bon film. Je pense que la moitié de la vidéo, ça va être ma critique de ce film, mais il était très très bien. Le deuxième film que j'ai vu, c'est le film Brooklyn de Pascal Teyssot. C'est donc un film français qui est sorti en 2013. C'est l'histoire d'une jeune rappeuse qui après s'être engueulée avec son père, débarque de Suisse pour aller vivre à Saint-Denis. Elle est repérée par un rappeur qui commence à être un petit peu connu dans le coin pour sa musique, mais finalement en fait pas tant pour sa musique que ça. Il s'avère qu'en fait ce rappeur a vraiment plutôt envie de la séduire en réalité. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film. C'était sympa à regarder, mais sans plus. Les films que j'ai regardés ce mois-ci, je voulais le préciser, je les ai regardés sur le site de Arte. Il y a souvent des films, non, il y a toujours quelques films disponibles, et de temps en temps, il y a des perles assez cool que vous pouvez regarder du coup totalement gratuitement. Moi j'aime bien aller sur ce site-là, je fais assez confiance en fait en leur sélection de films pour savoir que je vais forcément trouver quelque chose, même s'il y a juste, je sais pas, 8-9 films. Et ouais, je vous conseille vraiment d'utiliser ça, c'est très cool. Ce mois-ci, j'ai aussi regardé une série, je vais pas tellement en parler parce que je pense que vous l'avez déjà toute vue et que oui, tout le monde en a déjà parlé. Je pense que ça sert à rien, j'étais juste en retard sur tout le monde.
J'avais déjà regardé la saison 1, mais j'étais pas allée jusqu'à la saison 3 de La Servante écarlate. Je vais te dire en français, ce sera plus simple pour moi. Et voilà, j'ai regardé jusqu'à la fin. En fait, j'ai trouvé que c'était une série très intéressante pour comprendre pour comprendre un petit peu les femmes de droite avec Madame Waterford et de voir un peu cette situation dans laquelle elles sont, avoir l'impression de ne pas avoir le choix et en même temps avoir une certaine fierté qui fait qu'on affirme notre situation de manière idéologique et puis le fait que finalement cette situation elle va pas durer en fait, c'est pas une situation qui est confortable. Alors je suis pas en train de défendre les femmes de droite, pas du tout. Pour moi, même si évidemment je lutte aussi pour elles en luttant pour l'émancipation des femmes, c'est clairement pas ma priorité d'aller les défendre, mais on comprend un petit peu comment ça fonctionne, on comprend un petit peu cet enfermement et puis on comprend aussi, et j'espère que certaines femmes de droite peut-être auront compris ça en regardant cette série si elles l'ont regardée, que en fait ça ne marchera pas en fait. Au bout d'un moment, dès qu'ils en auront l'occasion, c'est sur vous qu'ils marcheront. Vous serez, dès qu'il y aura un souci, c'est vous que ça touchera, ce sera les femmes que ça touchera. Et c'est autant dans la série que dans la vraie vie. Je pense pas qu'il y ait des femmes de droite qui vont tomber sur cette vidéo et la regarder jusqu'ici, mais si jamais à un moment donné ça arrive, ils ne vous aideront pas en fait. Les hommes, peu importe votre idéologie, ne vous protégeront pas. Ça durera pas toujours, ils vont vous protéger une fois contre des ennemis politiques à eux aussi, mais dès que ce sera leur pote, ils vous protégeront plus, ce sera fini. Bref, voilà, et c'était une très bonne série. Si comme moi vous avez toujours pas regardé jusqu'à la fin, allez-y. Je vous le conseille, mais je pense que vous devez pas être nombreux. Voilà. Ce mois-ci, j'ai aussi écouté le podcast La Poudre avec Alice Coffin. C'est un podcast que j'écoutais beaucoup avant, mais que j'ai un petit peu arrêté tout simplement parce que j'ai perdu l'habitude d'écouter des podcasts. C'est quelque chose qu'il faudrait que je reprenne et du coup je suis quand même contente d'en avoir au moins écouté un ce mois-ci, donc c'était celui-ci avec Alice Coffin. À un moment donné, elle explique qu'elle ne se retrouve pas forcément dans cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit que on n'est pas femme, on le devient. Et j'ai été plutôt d'accord avec elle puisqu'elle exprime le fait que on lui a dit qu'elle était femme, on lui a imposé le fait d'être femme et en fait c'est exactement ça. C'est à ma naissance, on a dit que j'étais une femme, on a agi autour de moi toujours comme si j'étais une femme et c'est pas que je suis devenue une femme, c'est que je me suis habituée à être une femme. Et ce qui vient littéralement se confronter à ça, c'est que je me retrouve très régulièrement, notamment sur Twitter, mais pas que, ça m'est arrivé aussi beaucoup dans la réalité, et avec beaucoup de militants de gauche aussi, donc méfiez-vous. C'est qu'on me dise que je suis trop agressive, que je suis trop revendicative, que je vais trop loin, que je suis trop extrémiste. Allez voir ma vidéo sur les féministes extrémistes. Toutes ces choses-là, et finalement qu'on me dise même parfois tu n'es pas une femme, tu n'es pas une vraie femme, tu es trop masculine, tu es trop agressive, ce n'est pas ça être une femme. Et c'est comme si on m'avait dit à la naissance tu es une femme, que j'ai passé des dizaines, non peut-être pas des dizaines parce que bon j'ai quand même que 25 ans, mais que j'ai passé des années et des années à m'habituer au fait d'être une femme, à l'accepter, à me dire ok c'est bon je suis une femme, très bien, soit, je m'en fiche donc on va juste valider ça et continuer. Et maintenant on me dit que j'en suis pas une finalement. Enfin, il faudrait savoir au bout d'un moment. Et cette impression, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti l'année dernière quand j'ai vraiment commencé à militer sur internet. J'ai toujours un peu milité, j'ai toujours clairement milité même dans la réalité, mais j'avais jamais été aussi confrontée en fait à des opposants que sur Twitter et forcément du coup ça s'est cristallisé là-bas. Mais c'était vraiment ça, j'avais l'impression que on m'a habituée à être une femme, on m'a pas vraiment laissé le choix. J'irai pas jusqu'à dire qu'on m'a totalement imposé parce que concrètement aujourd'hui c'est déjà une réflexion que j'ai faite. C'est aussi quelque chose que vont souvent rencontrer les femmes lesbiennes. Personnellement je suis bi, même si aujourd'hui j'ai dans l'espoir de ne plus avoir de relations avec des hommes pour l'instant en tout cas,
je suis bi, mais c'est quelque chose que vont souvent rencontrer les femmes lesbiennes, et c'est notamment quelque chose qui a été théorisé par Monique Wittig dans son livre La pensée straight. C'est les lesbiennes ne sont pas des femmes, parce que en fait être une femme c'est répondre à tout un tas de normes sociales, c'est respecter tout un tas de stéréotypes, et en fait si on n'en respecte pas suffisamment, c'est presque comme si on nous enlevait le droit d'être une femme alors qu'on n'avait rien demandé à la base. J'ai fait toute cette vidéo totalement sans script, juste comme ça, donc peut-être que je dis des bêtises, mais c'est un bon exercice pour moi, donc au pire reprenez-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment grincer des dents. Au-delà de ça, dans ce podcast, il y a eu aussi d'autres questionnements que j'ai trouvé très intéressants, parce que ça du coup c'est qu'un tout petit morceau du podcast. Il y a aussi une certaine réflexion sur les moyens de lutte qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui quand la lutte est totalement ralentie par la pandémie, tout ça. Comment est-ce qu'on peut continuer à lutter, quelles alternatives on peut trouver à nos moyens de lutte traditionnels, etc. Et c'était intéressant. Alors j'ai pas noté quelque chose de particulier, mais en tout cas je pense que c'est important de réfléchir là-dessus maintenant et qu'on va en avoir besoin très clairement rapidement. Il y a aussi eu la question de la neutralité des dominants qui débarquent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, quand tu es en train de parler d'un truc et qui viennent te dire non, moi je suis pas d'accord, mais je suis un homme, donc je suis neutre. Alors non, tu es un homme, donc tu es dominant, en fait tu n'es pas neutre. Tu n'es pas forcément moins neutre qu'une femme, mais tu n'es pas neutre et tu as une autre position qu'elle, donc à un moment donné, non. Et voilà, ça c'est un truc qui m'agace aussi beaucoup, et du coup j'aime bien l'entendre venir comme ça dans certaines discussions, et c'était dans ce podcast, donc j'ai trouvé ça chouette. Voilà, je pense que tout le monde a déjà vu ce podcast parce que j'en ai entendu parler 1000 fois, et c'est justement pour ça que j'ai quand même fini par aller le regarder moi-même. Mais si jamais vous l'avez pas encore vu, allez-y, je le mettrai dans la description. Pour ce dernier élément, je vais un peu tricher parce que je l'ai regardé ce matin. C'est une émission, j'ai regardé le Trax, qui est du coup sorti le 1er septembre, qui s'appelle I Have a Dream, et qui du coup parle de Martin Luther King, qui part de Martin Luther King pour parler des liens entre les luttes antiracistes et la musique, et qui du coup nous permet d'aller jusqu'au rap, et qui nous permet à la fin de parler également du mouvement Black Lives Matter et de George Floyd et des rappeurs actuels et de la musique actuelle qui peut être aussi liée à la lutte, et non pas qui peut l'être, qui est revendiquée comme appartenant à la lutte par certains artistes. Et il y a eu notamment 2 femmes à la fin de l'émission qui font des trucs très chouettes que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les partager ici. Je vais pas parler plus particulièrement de ce Trax, c'est juste une émission que j'aime énormément, et en l'occurrence celui-ci est très bien fait et vraiment très chouette à regarder. Mais je voulais mettre dans la description des liens vers ce que font ces 2 femmes-là, du coup j'en parle ici. La première s'appelle Noura, elle est d'origine érythréenne, mais elle vit en Allemagne depuis qu'elle a 3 ans. Voilà, et c'est très très chouette ce qu'elle fait, donc je vous invite à aller l'écouter. La seconde s'appelle Loose and the Yakuza. Je pense qu'il y a déjà de nombreuses personnes qui la connaissent, mais sait-on jamais, pour celles qui ne connaîtraient pas encore, ça peut être une jolie découverte. Elle est de nationalité belge et congolaise. Du coup je vous invite à aller l'écouter, et voilà. Je pense que cette vidéo va être quand même pas mal longue. C'est probablement des vidéos que je vais profiter un petit peu pour m'exercer à parler sans script, à pas tout scripter tout le temps, parce que ça prend beaucoup de temps avant, ça prend aussi beaucoup de temps pendant, parce que si j'oublie 3-4 mots, j'ai l'impression d'avoir totalement oublié quelque chose. Donc je pense que je vais vraiment profiter de ces vidéos pour m'exercer à parler comme ça de manière totalement spontanée. C'est du coup ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu quand même. J'espère que c'était pas trop long, même si je pense que je vais pas trop me priver de faire des vidéos longues pour les bilans culturels. Je pense que c'est vraiment le genre de vidéo qu'on regarde un petit peu comme ça en mode chill. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Mes réseaux sont dans la description. Abonnez-vous, likez, partagez, enfin